Quel film! Quel film extraordinaire on s'est mangé dans la gueule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo tranquille. Je vais essayer de la tourner en one shot. On va parler évidemment de Spider-Man No Way Home. Alerte spoiler, si vous n'avez pas vu ce film, je vais spoiler tout ce qui se passe, que ce soit les méchants, d'autres personnages. Si vous avez vraiment pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo. Allez d'abord voir le film au cinéma et ensuite, si vous avez envie, revenez voir cette vidéo. Mais on va parler de tout ça. On va parler de Spider-Man No Way Home, qui est le dernier film du MCU à sortir en 2021. On aura d'ailleurs été vachement gâtés parce qu'on aura eu 9 programmes, si on compte Spider-Man, parce que c'est quand même en collaboration avec Marvel Studios. Voilà, dernier film de l'année 2021 et pas le pire, clairement. On peut clairement dire que c'est le meilleur programme qu'on s'est mangé dans la tronche. Spider-Man No Way Home. Ce moment dans cette salle de cinéma, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était bluffant, c'était épique, c'était extraordinaire. Que des bons souvenirs. J'ai vraiment adoré le film. En fait, tout ce que je reprochais aux deux films précédents, à la trilogie de façon générale de Tom Holland, bah justement pour moi dans ce troisième film, tout ça a été corrigé, ce qui fait que l'arc narratif, l'arc scénaristique de ce Spider-Man là me plaît enfin, et notamment tout le côté dramatique de ce film. Bref, voilà, meilleur film pour moi du MCU sur cette année 2021. Et quel film, franchement, ça commence dès le début. Dès le début du film, on reprend à la fin de Far From Home Mysterio qui révèle au monde entier l'identité de Spider-Man comme étant Peter Parker. En plus de ça, c'est la toute première fois que ça arrive au cinéma, même si ça avait été un tout petit peu le cas dans Spider-Man 2 avec la scène du train, mais c'était limité à des gens qui vivaient dans le train, enfin qui étaient dans le train, parce que vivre dans un train, c'est pas ouf. Et logiquement, toutes les personnes qui étaient dans ce train n'avaient pas le nom de Peter Parker, ils avaient juste le visage de Spider-Man, mais c'est tout. Là, c'est la vraie toute première fois que Spider-Man se voit révéler son identité au monde entier. Les conséquences en plus de ça se font ressentir instantanément parce que MJ, à ce moment-là, elle est juste en dessous. Et elle se fait déjà interpeller par des gens qui sont en mode putain, c'est toi la petite copine de Peter Parker. C'est un délire, ça te pose les bases dès le début, tu sens que ça va pas aller dans le bon sens des choses. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié, mais attention, c'est vrai que jusqu'à ce que, entre guillemets, Tante May meure, il y avait encore toute cette partie très naïve du personnage de Peter Parker, ce qui m'a fait vachement peur parce que comme je l'ai dit, c'est l'évolution et le côté non dramatique de la situation qui me dérangeait dans les deux premiers volets. Donc dans Spider-Man Homecoming et dans Spider-Man Far From Home, j'avais cette crainte parce qu'il y avait quand même cette petite continuité qu'il avait dans les deux premiers qui m'agaçait un petit peu. Évidemment, ça s'est réglé et la prise de risque est quand même assez considérable. Comme pour les deux premiers Spider-Man, tu élimines du tableau la personne la plus importante à ses yeux à ce moment-là, Tante May, et l'oncle Ben pour les deux autres Spider-Man évidemment, qui sont d'ailleurs tous les trois reliés, ce qui est assez logique quand on y pense, mais on n'y pense pas forcément. Cette phrase est un petit peu décousue, mais je dis ça dans le sens où, parce qu'on n'a pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que quand l'oncle Ben, ou les deux d'ailleurs, ou Tante May meurt, avant que ces personnages meurent, ils prononcent cette fameuse et célèbre phrase: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est un fait, avant de mourir, Tante May effectivement prononce cette phrase, tout comme les deux autres oncles Ben dans les deux autres sagas. Ce rapprochement est très intéressant, très intelligent pour les dialogues entre les trois Spider-Man qu'il y aura plus tard. On traitera de ça plus tard, revenons sur la première partie du film qui dure quand même une bonne quarantaine de minutes. Parce qu'évidemment, au-delà d'avoir révélé l'identité de Spider-Man, Mysterio a aussi fait croire que c'était Spider-Man le grand méchant de la bataille de Londres. Donc, évidemment, il y a des poursuites. Il va pas s'en sortir indemne. Et c'est là qu'à notre plus grand bonheur intervient le meilleur avocat de tous les temps, Monsieur Matt Murdock. La scène est très courte, je pense que cumulé, il y a presque à peine une minute de présence de Matt Murdock. Et je précise d'ailleurs, c'est Matt Murdock, c'est pas Daredevil, c'est vraiment juste la partie avocat. Mais quand même du coup hyper intéressant parce que c'est la première insertion de ce personnage dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est pas rien, en plus de ça, ce même jour, si vous n'avez pas vu l'épisode 5 de Hawkeye, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. On a aussi le personnage de Wilson Fisk, le méchant de Daredevil, qui est inséré dans le Marvel Cinematic Universe. Et rien que ça, c'est exceptionnel. Même s'il n'a pas une grande importance dans le film Daredevil, tu sens que de toute façon, il va avoir un programme pour lui tout seul dans les années à venir, c'est évident. Peut-être des apparitions dans Echo ou alors dans Hawkeye, on sait pas, l'épisode 6, tout est permis encore.
Mais il est là quoi, il est présent, ça y est, on a Daredevil. En plus son apparition est totalement logique puisque Spider-Man vient de se faire entre guillemets arrêter parce qu'il est suspecté d'avoir tué Mysterio. Quoi de mieux que le meilleur avocat de tous les temps pour être l'avocat de Spider-Man finalement. S'ensuit toute une partie un petit peu réflexion et qui va être le gros fil rouge du film Spider-Man No Way Home, c'est le fait d'aller à l'université, au MIT de Boston si je me trompe pas. Sauf qu'étant donné la situation, évidemment Spider-Man, Peter Parker, MJ et Ned sont refusés parce qu'ils ont entre guillemets comploté avec Spider-Man et qu'ils l'ont aidé à commettre les crimes qu'il est prétendu avoir commis. Ça c'est le gros fil rouge du film et ce qui au début m'a agacé parce que c'était dans la continuité de ce que je reprochais à Far From Home et Homecoming. Parce que assez bêtement et sans trop y penser, il va aller directement chercher Doctor Strange pour se dire lui il peut faire quelque chose. Alors qu'il n'a pas essayé de négocier avant d'essayer de rentrer au MIT, il s'est pas penché sur les premières solutions, il est allé chercher la solution extrême dès le début, Doctor Strange. Par contre, un gros point qui m'a surpris, mais finalement qui est logique après coup, c'est que Doctor Strange dans ce film n'est plus le sorcier suprême, et de façon générale depuis Endgame, il n'est plus le sorcier suprême, il a été remplacé par Wong pendant les 5 ans de son éclipse. Au début j'ai été surpris, je me suis dit c'est pas logique, et en fait en y réfléchissant, tu te rends compte que Wong est quand même plus légitime que Doctor Strange d'être le sorcier suprême, déjà parce qu'il était là depuis beaucoup plus longtemps, il était à Camartage quand même Wong. Doctor Strange malgré le fait qu'il se soit dépassé, c'est pas le personnage le plus apte entre guillemets à être le sorcier suprême. Certes il est fort, très fort, peut-être même le plus puissant des héros de Marvel à l'heure actuelle. Wong est plus légitime dans le sens où il a une vision un peu plus claire de la chose, là où Doctor Strange a quand même ce côté un petit peu comme Tony Stark, très égocentrique, très penché sur soi-même. Ce qui peut dans une certaine mesure, quand tu protèges de la magie noire, être un problème. Malgré ça, il va quand même aider Peter Parker dont son souhait est de faire en sorte que tout le monde oublie l'identité de Spider-Man. Sauf qu'évidemment, ça, il ne l'avait pas pris en compte. Ça inclut MJ, Ned, Tante May, Happy et Doctor Strange lui-même. Et c'est d'ailleurs un point que j'avais souligné dans le premier trailer. Pour moi, Doctor Strange allait oublier qui était Peter Parker. Et de par ce qui se déroule à la fin du film, on comprend que du coup c'est le cas. Ce qui m'inquiète un petit peu en termes de contrat entre le MCU et Sony, mais on y reviendra plus tard. Et pendant que Peter Parker se rend compte qu'effectivement MJ va oublier qui il va entre guillemets empêcher et corrompre le sort qu'est en train d'effectuer Doctor Strange en lui demandant de faire en sorte que MJ, Ned, Happy et May n'oublient pas qui il est vraiment. Sauf que le problème, évidemment, cassure du sort. Par chance, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, Doctor Strange a réussi à canaliser ce sortilège et à l'enfermer dans une petite bulle qui d'ailleurs... Et ça on va en parler plus tard dans une autre vidéo, fait référence au prochain film de Doctor Strange qui promet d'être exceptionnel et qui menace très certainement s'il est bien fait d'être le meilleur film du MCU, mais on en parlera plus tard. Donc ce sortilège part en couille, évidemment Doctor Strange arrive à le canaliser, il reproche évidemment à Spider-Man de vouloir vivre deux vies différentes, une en étant Peter Parker et une en étant Spider-Man. Pardon, je vous ai fait un doigt mais c'était pas pour vous. Et surtout Doctor Strange comprend qu'il n'a même pas essayé de prendre d'autres solutions et qu'il est directement venu le voir. Et comme il le dit très bien, il est venu directement prendre le risque de lobotomiser la planète tout entière. Mais malheureusement ce qu'il ne savait pas c'est qu'en jetant ce sort, il y a quand même certains personnages de différents univers qui connaissaient l'identité de Peter Parker qui ont débarqué dans l'univers de Tom Holland. Et c'est donc là que les méchants, un par un, apparaissent dans l'univers de Spider-Man de Tom Holland. Et on n'attend même pas 5 minutes pour ça. Le premier, c'est Dr. Octopus qui apparaît sur un pont. Quelle rencontre, quel combat sur ce pont. Avec des choses très intéressantes puisque Dr. Octopus a déjà la connaissance de la nanotechnologie. Il a récupéré une partie sur le costume de Spider-Man qui à ce moment-là a l'Iron Spider sur lui. Donc oui, c'est bien de la nanotechnologie qu'on a vu sur ses bras dans le trailer. C'est pour ça qu'ils étaient rouges et dorés. Mais par contre, je me doutais pas de la puissance de Spider-Man. Alors même si là c'est un truc technologique, c'est-à-dire qu'en fait Spider-Man contrôle la nanotechnologie qu'il a sur lui, et donc même si elles sont sur les bras de Dr. Octopus, en fait Spider-Man, grâce à un outil qu'il a sur lui qui permet de contrôler son costume, du coup peut contrôler les bras de Dr. Octopus qui sont imprégnés de nanotechnologie lui appartenant. Autrement dit, il peut contrôler ses bras, faire ce qu'il veut de Dr. Octopus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive à le capturer assez facilement, même si Dr. Strange l'a aidé à se téléporter dans la crypte, parce qu'à ce moment-là, il y avait évidemment le bouffon vert qui venait lui d'apparaître aussi sur le pont avec sa fameuse bombe et son costume du premier Spider-Man de 2002. On l'a pas vu longtemps ce costume, mais putain qu'est-ce qu'il était stylé. Évidemment je l'ai pas précisé, mais Dr. Octopus était interprété par Alfred Molina du Spider-Man 2, et le bouffon vert, masterclass d'ailleurs de ce film,
avec William Dafoe, évidemment. Et de son côté, Doctor Strange, juste avant qu'il sauve Peter Parker, avait lui aussi arrêté un des méchants de l'univers de Spider-Man, puisqu'il a arrêté le lézard, tout simplement. On le voit déjà dans une cage de la crypte, et on parle bien du lézard de The Amazing Spider-Man 1, interprété par le même acteur dont j'ai oublié le nom, désolé. Après, malheureusement, c'est le méchant qui passe le plus à la trappe du film. À partir de ce moment-là, Doctor Strange va évidemment expliquer à Spider-Man qu'ils ont reçu des visites d'autres univers, de personnages qui connaissaient l'identité de Peter Parker. Sauf pour Electro, c'est un petit peu particulier, mais c'est pas tellement grave à la fois. C'est beaucoup plus grave par rapport à la première scène post-générique, par exemple, qui n'a aucun sens, mais on en parlera aussi dans une autre vidéo je pense. Et donc là, Doctor Strange ordonne à Spider-Man de récupérer tous les petits méchants qui ont apparu. Pendant ce temps, il va essayer de réparer le sort pour les renvoyer dans leur univers. Et donc on a 5 méchants de l'univers Spider-Man qui sont dans ces cages, puisqu'il va récupérer juste après Electro de The Amazing Spider-Man 2 et l'homme sable de Spider-Man 3. Les deux interprétés par les mêmes acteurs, Jamie Foxx pour Electro et j'ai oublié pour l'homme sable, mais c'est pas grave. Ce sont tous les mêmes acteurs, les mêmes méchants, il y a rien qui change. Après, là où tout le monde pensait qu'on aurait eu les Sinister Six, on n'a pas eu les Sinister Six, ils étaient que 5. Ça m'a pas dérangé parce qu'en soi c'était pas le film des Sinister Six, c'était vraiment le film des Spider-Man plutôt. Et d'ailleurs les Spider-Man, parlons-en d'abord celui de Tom Holland, puisqu'il va comprendre à travers les propos de Dr. Octopus qu'il ne pourra pas empêcher la mort de ces personnages s'il les renvoie dans leur univers. Ils vont reprendre leur chronologie de base et ils vont se faire tuer comme ils se font tuer dans les films. Et le Spider-Man de Tom Holland, et de façon générale d'ailleurs comme tous les Spider-Man, ils aiment pas forcément tuer les méchants, même si ce sont des méchants. D'ailleurs, Spider-Man n'a jamais tué un seul méchant. Il y a cette partie très sensible de Spider-Man qui va frétiller dans les oreilles de notre bouffon vert, qui va jouer un double jeu extraordinaire en lui faisant croire qu'il va pouvoir aider Peter Parker à soigner les autres méchants, puisque le but de ce moment-là à Spider-Man, c'est de faire en sorte de renvoyer les méchants dans leur univers, mais sans les gènes du méchant, entre guillemets. Par exemple, pour Dr. Octopus faire ce qui aurait dû être fait depuis le début, mettre un truc sous son putain de machin là qu'il a dans le cou, pour Electro absorber toute son énergie. Pour le lézard, on l'avait déjà vu, mais le vaccin là pour qu'il arrête de se transformer. Pour l'homme sable, évidemment, le rendre humain, annuler l'accélération de particules. Et pour le bouffon vert, c'est un petit peu plus compliqué, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais normalement, pareil, il y a une sorte de vaccin pour l'empêcher de partir en mode double personnalité. Sauf qu'à ce moment-là, dans la tête de Spider-Man, le bouffon vert qu'il a en face de lui, c'est la version gentille de Norman Osborn. Sauf qu'en réalité non, c'est juste le bouffon vert qui joue un double jeu et qui va lui faire croire qu'il va pouvoir aider tous ses copains. Ça va en partie marcher parce qu'il va réussir Spider-Man à sauver un personnage, il s'agit de Dr. Octopus, et à partir de là, même s'il a toujours ses bras mécaniques, Dr. Octopus est juste le docteur qu'il y a dans le 2 sans le côté contrôlé par les pinces, voilà, les bras. Sauf qu'évidemment derrière il y a le petit double jeu du bouffon vert qui se fait ressentir et qui va d'ailleurs manipuler les 4 autres méchants, qui va les mettre dans son camp. Et il y a une scène que j'ai adorée, c'est le 6ème sens de Spider-Man qui se réveille. Il comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, sauf qu'il sait pas exactement ce que c'est. À ce moment-là, il y a 4 des 5 méchants dans sa pièce, il y a que le lézard qui a décidé de rester dans un camion. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il est resté dans le camion. Donc il y a ces 4 méchants dans la pièce et il sait qu'il y en a un qui est en train de manigancer quelque chose, sauf qu'il sait pas réellement qui c'est. Il y en a 4 devant lui, il va falloir qu'il fasse un choix. Il arrive à détecter que la manigance vient du bouffon vert, donc il arrive entre guillemets à l'arrêter à temps, il le colle contre une vitre, sauf que là évidemment le bouffon vert on le connaît pour ses propos, sa manière de parler, et là il te sort un discours mon gars, mais pour les frissons qui te met dans la tronche, ce qui fait qu'il arrive à convaincre les 2 autres méchants qui n'ont pas encore été soignés, Electro et Sandman, à se retourner contre Spider-Man. Il y a un mini combat qui s'enclenche, Electro propulse Dr. Octopus, donc il y a un combat entre les plusieurs méchants du film, mais surtout il y a un premier combat entre le bouffon vert et Spider-Man. Norman, il a l'ascendant jusqu'à la fin, il le tabasse, le fait traverser des murs comme jamais, j'ai jamais vu un bouffon vert autant énervé que dans ce film-là. Et surtout, comme à chaque fois, c'est le bouffon vert, le personnage qui contribue à la mort de presque tous les proches de Spider-Man. Il tue Tante May. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ça y est, Spider-Man va dans une bonne voie, la voie classique du Spider-Man.
On n'est plus sur le côté hyper humour, hyper naïf des deux premiers films. C'est la mort de sa tante May qui est le déclic qui fera que Spider-Man est trop intéressant dans ce film. Il a une évolution quasi parfaite. Et ça, j'ai adoré parce que c'est ce que je reprochais aux deux premiers films. Donc pour ça, je suis extrêmement content. Mais d'ailleurs, le film ne s'arrête pas là, même si Tom Holland, là, son objectif, c'est juste de tuer le bouffon vert. Avant que sa tante May ne meure, évidemment, elle va prononcer cette fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et avant de mourir, elle va quand même lui dire de continuer et qu'il avait fait le bon choix dans ce qu'il avait fait, c'est-à-dire d'essayer de sauver tous les vilains de Spider-Man avant de les renvoyer dans leur univers. Par contre, j'ai oublié de préciser que c'est vrai que Doctor Strange à ce moment-là est entre guillemets inapte au combat. Doctor Strange, il a cette philosophie, il voulait pas ouvrir le multivers, il voulait pas que Spider-Man fasse n'importe quoi. Spider-Man a été contraint de l'enfermer dans la dimension miroir. Vous voyez, Spider-Man a enfermé Doctor Strange. C'est assez fort. Doctor Strange est totalement inapte, c'est pour ça que Spider-Man peut réunir tous les méchants tranquilles dans son appartement. C'est d'ailleurs très marrant. Sauf qu'à partir de là, évidemment, Spider-Man va se retrouver face à 4 méchants qui n'ont pas été décontaminés, entre guillemets. Il n'a que le Docteur Octopus qui est de son côté, sauf qu'il a disparu puisqu'il s'est fait éjecter par Electro, donc on sait pas où il est dans la nature. Et c'est évidemment à ce moment-là, et c'était tellement logique, tout le monde le savait qu'il serait dans ce film, le Spider-Man de Tobey et le Spider-Man de Andrew Garfield. C'est pas la scène la plus épique, mais c'est une des scènes les plus symboliques qu'on ait eu dans le genre de super-héros au cinéma. Surtout pour moi, l'apparition de Andrew Garfield, qui est le premier des deux à apparaître. Oh putain, si vous saviez comme j'étais tellement heureux de le voir, c'est mon Spider-Man préféré. Et avec ce film, encore plus parce qu'il y a énormément de références à son univers dans ce film. Mais il y a tout un tas de trucs, de références qui te mettent les frissons. La scène où le Spider-Man d'Andrew Garfield sauve MJ qui tombe dans le vide, qui est une référence directe à The Amazing Spider-Man 2 où Gwen meurt. Là, le fait que Andrew arrive à sauver MJ avant la chute, c'est... Ah, je peux pas vous dire, c'est indescriptible, c'est un truc de dingue. C'est d'autant plus marquant quand tu écoutes son discours juste avant où il parle de la mort de Gwen, qui m'a tiré les larmes parce que vraiment l'acteur d'Andrew joue extrêmement bien. La musique qui a accompagné ce discours était particulièrement bien choisie puisque c'était le thème de la mort de Gwen. Et quand il arrive à la sauver, tu sens dans ce regard il pleure quoi le gars, il se rend compte qu'il a réussi à sauver quelqu'un très proche d'un des Spider-Man. En fait c'est le meilleur truc qu'il pouvait faire, en plus tu le sens juste avant qu'il saute, il te lâche un petit cri en mode non je peux pas laisser faire ça quoi, je vais la sauver. C'est la scène qui m'a mis le plus de frissons de tout le film. T'as un enchaînement de symboliques tellement chouette. Les deux autres Spider-Man revoient leur méchant emblématique. T'as un mini dialogue entre Dr. Octopus et Spider-Man de Tobey qui est mais tellement touchant. Ils prennent des nouvelles entre eux, je veux dire, parce qu'on sait à quel point Dr. Octopus c'est pas un méchant, c'est quelqu'un de très humain au-delà d'être scientifique. T'as une discussion entre les deux avec pareil le thème musical, pareil avec l'homme sable. Au moment où Tobey sauve l'homme sable de sa situation entre guillemets d'accélération de particules, t'as le thème du 3 entre les deux personnages qui s'installent avec une mini discussion. Vraiment, t'as les frissons sur toutes les scènes. Pareil pour Electro et le Spider-Man d'Andrew, t'as ces mimiques, cette manière de parler que t'avais dans le 2 qui est tellement chouette à voir. En fait, toute la fin du film m'a mis des étoiles dans les yeux, j'étais comme ça devant l'écran. J'en revenais pas, j'étais dans un rêve, même qu'à la fin je me disais, en fait c'est pas possible, c'est un fan art en fait, j'ai vu tu sais les vidéos sur internet où tu fais des manies de fans, j'ai oublié comment ça s'appelle exactement, c'était pas réel, alors que si, putain c'est le vrai film, c'est officiel, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Au-delà d'être le meilleur film de la trilogie de Tom Holland, c'est le meilleur film fan service de Marvel, je pense, à l'heure actuelle. Il y a tellement de symbolique, tellement de choses, c'est extraordinaire. Ça rejoint un petit peu ce que je disais dans ce film, vraiment, Andrew Garfield, il est au-dessus, pour moi, des deux autres. Pourtant, t'as quand même le retour de Tobey, on l'a pas vu pendant 14 ans, juste que je suis plus attaché à Andrew. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai adoré le côté paternel de Tobey, qui a pas besoin de beaucoup parler pour faire comprendre à Tom Holland qu'il n'a pas besoin de faire certaines choses, et notamment de tuer le bouffon vert, puisqu'il est à deux doigts de lui mettre son planeur dans son ventre. Ça rappelle d'ailleurs une certaine scène. Tom Holland est ravagé par la haine puisque c'est le bouffon vert qui est en face de lui qui a tué Tante May. Le combat final entre Tom Holland et bouffon vert est bluffante à 100%, j'ai adoré. Et au dernier moment, juste avant que Tom Holland ne tue le bouffon vert, t'as
Toby qui s'interpose devant le planeur et le mec ne parle pas en fait. Il regarde juste Tom Holland dans les yeux et il lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin de se venger, de tuer le bouffon vert. Et il le dit d'ailleurs un tout petit peu plus tôt quand ils se rencontrent tous les trois. Le Spider-Man de Toby avait tué la personne qui avait tué son oncle Ben, mais ça ne l'a pas pour autant consolé et c'est ce qu'il a essayé de retranscrire ici, de faire comprendre au Spider-Man de Tom Holland. Et je trouve la scène très marquante, très frissonnante. Il y a trop de symbolique autour de ces trois Spider-Man, les scènes sont tellement épiques, les combats ensemble c'est incroyable, c'est très fusionnel, ça marche très très bien. En fait, les trois sont tellement différents, mais ils fonctionnent super bien ensemble. J'espère qu'on les reverra. Il y a moyen, puisque là, ils ont soigné tous les personnages, dont Norman Osborn. Donc là, tous les vilains ont perdu leurs caractéristiques de vilains. Et une fois que Doctor Strange est sorti de la dimension miroir, il a réussi à renvoyer les personnages dans leur propre univers. Donc tous les personnages en lien avec The Amazing sont retournés dans la partie Amazing. Tous les personnages de Spider-Man de Tobey sont retournés dans l'univers de Tobey. Tout se finit entre guillemets bien, même si on a eu une grosse frayeur, parce qu'il y a le bouffon vert qui tranche Tobey Maguire. Recontextualisation, je resitue, donc t'as Spider-Man, le Toby, qui empêche le planeur de rentrer dans le bouffon vert. Il est dos au bouffon vert qui est derrière lui, et il lui plante un truc dans les côtes. Il est pas mort, mais reconstitution de la scène, j'étais comme ça dans le siège. Le bouffon vert tranche Toby, je suis en mode... J'ai eu trop peur qu'il le tue. Ça aurait été impensable. Non, juste, je veux même pas y penser. Heureusement, il est pas mort. Je veux pas imaginer le contraire. Tout le monde est rentré chez soi, tout va bien, sauf qu'évidemment, il y a entre guillemets un gros sacrifice pour tout ça. C'est-à-dire que Doctor Strange, pour pouvoir ramener tout le monde, a dû faire en sorte que tout le monde oublie l'identité de Peter Parker. Et pas juste de Spider-Man, l'identité de Peter Parker. Et c'est d'ailleurs Tom Holland qui demande à Doctor Strange d'effectuer ce sort. Les scènes d'adieu sont très dures parce qu'évidemment Doctor Strange va oublier qui est Spider-Man et évidemment pareil pour MJ et Ned. Il fait ce sacrifice et ça marche. Tout le monde oublie qui est Peter Parker. Plus tard, après les événements de No Way Home, il va voir MJ. Elle se rappelle pas. Ça prouve bien que ça a bien marché. C'est très dur, très triste comme scène. Et c'est d'ailleurs la scène où je trouve qu'il joue le mieux parce que t'as un dialogue d'un côté d'une sourde parce qu'elle sait pas à qui elle s'adresse, c'est Peter Parker, elle sait plus qui c'est, elle sait plus que c'est son ancien copain. Et t'as Spider-Man qui est là, qui avait préparé un texte, qui est prêt à lui dire voilà qui j'étais, tu m'as dit de te dire ça. Avant qu'elle ne se souvienne plus de qui il était, elle lui a dit reviens me voir, dis-moi que tu m'aimes, ce genre de choses. Vraiment, c'est la meilleure scène en termes d'acting de Tom Holland pour moi. Il est là, il prépare son texte, et je sais pas, t'as cette sensation qu'il est tellement content de voir ses amis heureux dans leur situation actuelle. Ils ont l'air d'avoir un travail, ils vont aller au MIT. Tu le vois à travers son regard, il est trop content. Il range son texte, il prend un café et il part. Et fait sa vie tout seul. Il prend son appartement avec une énorme référence à l'appartement de Tobey Maguire dans les premiers Spider-Man. Il y a exactement le même truc, vous savez, quand vous ouvrez la porte et vous avez un crochet qui permet de fermer la porte à clé, entre guillemets, avec une sorte de chaîne, bah, il y a exactement la même chose que pour le premier Spider-Man. Une scène très dure aussi, c'est quand il est devant le cimetière, devant la tombe de sa tante, il y a Happy qui arrive à côté, sauf qu'évidemment, Happy a aussi oublié qui était Peter Parker. Donc t'es en mode, waouh. Là, t'es en mode putain, c'est dur quand même. Et quand tu y réfléchis, tu comprends que tout ce qui s'est passé depuis Civil War, tous les personnages qu'il a rencontrés jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a oublié qui était Peter Parker. Ça veut dire Captain America, Faucon, le Soldat d'hiver, Black Widow, Hawkeye, Ant-Man. Tous ces personnages ne savent plus qui est Spider-Man, qui est Peter Parker. C'est ce point qui m'inquiète un tout petit peu, qui me fait peur parce que c'est un soft reboot entre guillemets. Dans le sens où Spider-Man va pouvoir continuer son histoire solo, recommencer un truc, croiser de nouveaux méchants sans pour autant être avec d'autres personnages du MCU. En fait, c'est très frustrant de se dire ça, mais c'est la meilleure évolution du personnage en fait, qu'il continue tout seul, qu'il ait plus besoin de Tony Stark, de la technologie Tony Stark d'ailleurs. Il va faire son propre costume à la fin qui est tiré tout droit des comics, le costume basique de Spider-Man bleu et rouge. Et d'ailleurs la scène de fin reprend les mêmes mimiques que les deux autres sagas de Spider-Man. Vous savez la fin où il se balade dans la ville et t'as une scène très épique où t'as Spider-Man qui te rentre dans la caméra et ça se termine sur ça. Mais comme le Spider-Man d'Andrew et de Tobey, on a enfin cette version avec le Spider-Man de Tom Holland. Il a fait son nouveau costume à la main, bleu et rouge, il rentre dans la caméra et c'est fini. Waouh. Quelle claque, quel film. Je suis trop content de l'évolution que ça a pris. C'est le meilleur Spider-Man de la trilogie de Tom Holland. Mais par contre, je pourrais jamais dire que c'est le meilleur film Spider-Man tout court. Je pourrais jamais le mettre dans le classement. Comme pour Spider-Man Into the Spider-Verse, je trouve que ça a la même symbolique. En fait, le multiverse apporte tellement de choses.
que par rapport au film Solo, c'est impossible de le placer dans le classement des films solo. Parce que ça a été un rassemblement de 3 générations, de 3 Spider-Man, beaucoup de symboliques, de références, beaucoup de fanservice, à mon plus grand bonheur évidemment. J'ai vraiment kiffé. C'était exceptionnel. Et les scènes post-génériques sont aussi très sympathiques, mais on va en parler dans d'autres vidéos. J'en attendais beaucoup de ce film parce qu'il y a tellement de rumeurs qui tournent depuis un an, c'est le film le plus attendu après Avengers Endgame, et j'ai pas été déçu. Je suis trop content, j'ai passé un des plus beaux moments dans une salle de cinéma, vraiment. Toute la dernière partie du film avec Andrew, Tom et Toby, j'ai eu des frissons du début à la fin. Merci pour cette masterclass, vraiment c'était exceptionnel. J'ai parlé pendant 1 heure, je sais pas combien de temps ça va rendre au montage, mais ouais, j'ai adoré. Je sais pas comment clôturer cette vidéo, c'est très dur parce que toute la dernière partie du film m'a beaucoup ému, donc c'est très compliqué. On va s'arrêter comme ça, je vous dis à très vite, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.